8 mai 1945. Enfin, le silence des armes en Europe. Nous commémorons ces jours-ci le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Je précise bien en Europe parce que le 8 mai 1945 ne met pas fin à la guerre. Il faudra encore attendre 3 mois pour que le Japon capitule. L'Allemagne nazie est vaincue. Elle signe sa reddition le 8 mai 1945 avec les armées alliées à l'Ouest et le 9 mai 1945 avec l'URSS. Alors cette date du 8 mai 1945 forcément est très importante. Elle l'est beaucoup moins pour l'Union européenne. L'Union européenne, elle, fait comme si cet anniversaire, ce 80e anniversaire du 8 mai 1945 n'existait pas. Les députés européens sont convoqués le 8 mai 2025 à Strasbourg pour voter normalement, les empêchant ainsi de commémorer dans leur commune, devant leur monument aux morts, les morts de la Seconde Guerre mondiale. Alors le 8 mai 1945, est-ce la fin d'un monde? Est-ce le début d'un autre monde? Eh bien évidemment, les deux interrogations apportent une réponse positive. C'est effectivement la fin d'un monde. L'ampleur du bilan humain nous horrifie encore aujourd'hui. C'est un bilan catastrophique. On estime que les pertes de la Seconde Guerre mondiale sont aux alentours de 60 millions de morts. Alors vous allez me dire, pourquoi environ 60 millions de morts? Parce que l'étendue des pertes sur l'étendue des territoires nous empêche d'avoir un bilan extrêmement précis. 60 millions de morts. Mais ce qui est particulièrement caractéristique de la Seconde Guerre mondiale, c'est lorsque l'on fait le bilan à la fin de la guerre, c'est de voir l'énormité des pertes civiles. Les pertes civiles sont plus importantes que les pertes militaires. Et pourtant, Dieu sait si les combats de la Seconde Guerre mondiale ont provoqué des hécatombes, à la fois sur ce qu'on appelait le front de l'Est, où je rappellerai, où sont morts 80% des soldats de la Wehrmacht nazie allemande. 80% des pertes militaires de l'Allemagne sont sur le front de l'Est. Mais malgré ces énormes pertes militaires, également du côté soviétique, du côté polonais, du côté de la plupart des pays engagés dans la guerre, ce sont les civils qui attirent notre attention. Alors pourquoi autant de civils sont morts? La guerre fut d'une violence extraordinaire. Et ce qui caractérise la Seconde Guerre mondiale, peut-être par rapport à la Première Guerre mondiale, c'est que les civils furent des cibles. Ils furent des cibles, bien évidemment, dans l'incroyable et inimaginable univers concentrationnaire nazi. En 1945-46, le monde découvre l'horreur des camps de concentration. Et ces millions de morts qui vont provoquer un traumatisme considérable, le génocide des Juifs, bien évidemment, mais aussi tous ces déportés qui vont mourir dans ces camps de concentration et qui touchent des civils. Les civils sont aussi touchés par l'importance des bombardements des deux côtés. On pense au bombardement allemand sur l'Angleterre en 1940, on pense au bombardement anglais et américain sur l'Allemagne, on pense à la ville de Dresde qui va être anéantie, mais on pense aussi à Hiroshima et Nagasaki, 6 août et 9 août 1945, provoquant des centaines de milliers de morts chez les civils. Et puis les civils sont frappés par les massacres qui s'opèrent en URSS par l'armée allemande, qui s'opèrent en Allemagne par l'armée soviétique, qui s'opèrent dans les zones d'occupation de l'Allemagne nazie, comme par exemple le massacre des civils d'Oradour-sur-Glane. Le traumatisme est immense. Toutes les familles sont touchées. 30 millions de personnes vont être déplacées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire quoi être déplacé? Ça veut dire perdre son domicile, perdre sa famille, perdre son environnement. Des épurations de population considérables sont effectuées
en cette année 45 ou l'année 1946 ou 47. Le bilan matériel est absolument considérable. On peut le dire clairement, de Brest, le port de Brest, jusqu'aux frontières de Moscou en URSS, l'Europe n'est plus qu'un champ de ruines. La Pologne, l'Allemagne, la grande partie ouest de l'URSS, mais aussi la France, sont touchés par les destructions considérables de la Seconde Guerre mondiale. Entre Le Havre et Paris, il n'y a plus un pont debout. Les villes de Brest, de Saint-Malo, de Lorient, du Havre sont complètement détruites. La violence des combats, la violence des bombardements, les villes qui étaient prises pour cible expliquent ce bilan matériel absolument considérable. L'industrie a été touchée profondément parce qu'elle était cible de guerre, et donc il va falloir tout reconstruire. Et puis, ce choc moral qui fait partie du bilan de la Seconde Guerre mondiale. L'horreur des camps de concentration que l'on découvre, mais aussi nous sommes rentrés dans la peur de l'arme atomique. Les Américains, en larguant 2 bombes atomiques sur les villes japonaises les 6 et 9 août 1945, ont démontré que l'homme avait maintenant les moyens d'une destruction totale. Et ceci provoque, bien évidemment, un choc moral effroyable. L'ampleur des massacres, des populations civiles fusillées par l'occupant allemand dans cette Europe allemande qui s'est par bonheur effondrée, provoque un traumatisme sans précédent. Alors bien évidemment, on va prendre des mesures, on va organiser des grands procès, aussi bien à Nuremberg pour juger les criminels nazis qu'à Tokyo pour juger les criminels japonais. On va voir naître certaines notions comme les crimes contre l'humanité pour punir ceux qui ont opéré des massacres sans précédent dans l'histoire du monde. On oubliera ainsi aussi, j'ai envie de dire, les crimes de l'armée rouge ou de l'armée soviétique. On pourrait penser au massacre de l'élite de l'armée polonaise à Katyn au début de la Seconde Guerre mondiale. On n'en parlera pas et il faudra attendre de très longues années pour voir que les soviétiques, eux aussi, ont commis des crimes contre l'humanité. C'est l'année zéro de l'Europe. Les destructions, le bilan humain, le choc, le traumatisme moral sont considérables. Et c'est pourquoi le 8 mai 1945 doit être commémoré. Les années passent, mais il faut que les jeunes générations n'oublient pas ce qui s'est passé. L'histoire continue, bien évidemment, et elle n'aime pas le vide. Et dans les ruines fumantes de la Seconde Guerre mondiale, dans les cimetières de la Seconde Guerre mondiale, dans les charniers de la Seconde Guerre mondiale, va apparaître un monde nouveau. Ce monde nouveau, qui va se mettre en place dès 1945, se caractérise par plusieurs phénomènes. Premièrement, le déclin de l'Europe. L'Europe va considérablement s'effacer à l'échelle mondiale. La Seconde Guerre mondiale a été d'ailleurs, comme la Première Guerre mondiale, mais peut-être encore pire, une guerre fratricide, une guerre entre Européens. Les Européens se sont déchirés et ils payent un prix lourd en 1945. L'effacement de l'Europe se voit dans tout ce qui va être mis en place en 1945. Elle se voit aussi dans les grands empires coloniaux où, dès 1945, la présence européenne est remise en cause, à la fois dans l'empire colonial britannique, dans l'empire colonial français. Et puis, les grandes décisions qui vont être prises suite aux grandes conférences interalliées de Yalta, 1945, février, entre Staline, Roosevelt, Churchill, puis les conférences de Potsdam, et toutes ces grandes décisions d'après-guerre démontrent l'effacement de l'Europe.
Et bien évidemment, l'effacement de l'Europe profite à deux puissances. Dès 1945, on voit apparaître indiscutablement une hégémonie américaine. Les Américains qui ont participé tardivement à la Seconde Guerre mondiale, en décembre 1941, vont tirer indiscutablement d'énormes bénéfices de ce conflit. Ils ne sont pas touchés sur leur territoire. Leur bilan humain, même s'il est aussi catastrophique, n'a rien à voir avec le bilan humain des puissances européennes ou voire les puissances chinoises et japonaises. Et ils vont indiscutablement réorganiser le monde selon les règles américaines. Ce sont les accords de Bretton Woods en 1944, c'est la création du GATT en 1947, c'est la BIRD, la Banque pour la reconstruction, et c'est le dollar qui va s'imposer comme la monnaie de référence du monde entier. Et puis en face, cette hégémonie américaine, c'est indiscutablement l'URSS, malgré des pertes humaines considérables. On estime que l'URSS a perdu environ 20 à 25 millions d'êtres humains. On a du mal à se rendre compte du bilan humain de l'URSS. Mais l'URSS a des gains territoriaux considérables. Elle va, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, annexer les pays baltes. Elle va annexer la Bessarabie, la Biélorussie. Et puis elle va mettre la main sur une grande partie de l'Europe. Dès 1946, dans un discours célèbre, le discours de Fulton, Winston Churchill déclare « Un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe ». Et effectivement, au totalitarisme nazi d'une partie qui dominait une partie de l'Europe va s'imposer le totalitarisme soviétique. Des peuples de l'Europe centrale et de l'Europe orientale vont pendant des dizaines d'années connaître à leur tour la dictature, la privation des libertés, les camps de concentration et la mort. Je voudrais revenir sur le cas de la France. La France sort bien évidemment meurtrie de la Seconde Guerre mondiale. L'occupation allemande sur une partie du territoire français en 1940 et sur la totalité du territoire français à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la collaboration d'une partie des élites politiques françaises, souvent d'ailleurs venues de la gauche, contrairement à ce que l'on peut encore entendre aujourd'hui, a provoqué un profond traumatisme. La France est meurtrie. La France est en partie détruite sur son territoire. Je pense à la Bretagne, je pense à la Normandie, je pense à tous les ports français, à nos zones industrielles qui sont détruites et il va falloir tout reconstruire. La France d'après-guerre, c'est une France qui continue à connaître le rationnement. Jusqu'en 1947, on aura des tickets de rationnement en France parce que l'approvisionnement en nourriture est devenu impossible ou très compliqué. Il faut reconstruire la France. C'est l'œuvre du général de Gaulle qui va présider le gouvernement provisoire de la République française dès 1944 et qui va entamer cette reconstruction de la France. Je voudrais revenir sur un événement important. Juste après le débarquement allié en Normandie, le 14 juin 1944, le général de Gaulle va se rendre à Bayeux. Et à Bayeux, il va prononcer un discours très important, le 14 juin 1944. Il va annoncer et décider que les parcelles du territoire français libérées depuis quelques jours suite au débarquement devront être sous souveraineté française. Et ça n'était pas du tout, mais pas du tout, le plan des Américains. Les Américains, dans l'optique du débarquement et de sa réussite, avaient décidé d'organiser ce que certains pourraient appeler une certaine occupation militaire du territoire français. Ils avaient d'ailleurs créé une administration qui s'appelait l'AMGOT, où tout était prévu. Ils devaient gérer en direct les territoires français libérés. Et on avait même, du côté américain, imprimé une monnaie qui devait remplacer notre monnaie nationale.
Le général de Gaulle s'y est opposé durement et formellement. Pour lui, chaque parcelle du territoire français libéré de l'occupation nazie devait revenir à une souveraineté française. Et ce bras de fer qu'il engage avec les Américains, eh bien, il l'a gagné. Et nous devons être reconnaissants de cette attitude politique parce que ça n'était pas le plan initial des Américains. Alors, bien évidemment, le temps a passé. Que reste-t-il du souvenir du 8 mai 1945 en ce 8 mai 2025? Eh bien, il nous reste le souvenir des souffrances, particulièrement des souffrances des civils, mais aussi des militaires. La leçon du 8 mai 1945, c'est que même lorsqu'on est au fond du trou, même lorsque tout semble perdu, même lorsque les destructions sont gigantesques, grâce à l'homme, grâce à sa volonté, grâce à son énergie, eh bien on se redresse. Et la France, qui a été un pays meurtri par la Seconde Guerre mondiale, va renaître. Elle va renaître, retrouver sa prospérité, retrouver sa puissance, retrouver sa place dans le monde. Car in extremis, la France obtient, dès 1945, quand les Américains créent l'Organisation des Nations Unies, la France va obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité. C'est une position extrêmement importante que certains voudraient d'ailleurs, au sein de l'Union européenne, vouloir remettre en cause. La France, grâce au général de Gaulle et grâce aux politiques, y compris de la 4e République, va se doter de l'arme nucléaire, de l'arme de dissuasion, celle qui avait tant fait peur en 1945 après Hiroshima et Nagasaki. La France va retrouver les leviers de sa puissance. Alors aujourd'hui, nous devons bien évidemment nous souvenir de cette date du 8 mai 1945. Et partout, nos élus, les élus de la France, les populations, les élèves des écoles se rendront une nouvelle fois autour de nos monuments aux morts. Ces monuments aux morts qui symbolisent tellement, avec l'église, la mairie, l'identité de nos communes, l'identité de nos paysages, de nos villes et de nos villages. Et se rappeler du passé, tirer des leçons du passé de façon la plus objective possible, parce que forcément écrire l'histoire est toujours un exercice difficile, nous permet de construire l'avenir des générations qui viennent. La guerre est la pire des choses. La guerre, elle fait des morts, elle est source de souffrance. Nous le savons quand nous arpentons les immenses cimetières des champs de bataille de Verdun, de l'Artois, de la Champagne, quand nous nous rendons dans ces lieux martyrisés par la guerre. Et il faut tout faire pour éviter la guerre. Mais pour éviter la guerre, il ne faut pas sombrer dans un discours pacifiste et bélant comme certains le voudraient. Pour éviter la guerre, il faut être puissant. Et nous devons tirer ces enseignements que la France doit retrouver sa puissance. La France doit s'équiper d'une armée qui lui permettra de vivre en toute liberté. Honneur à tous ceux qui ont combattu pour notre patrie. Honneur à tous ceux qui ont combattu pour la liberté de notre peuple. N'oublions jamais leur sacrifice. C'est pourquoi le 8 mai 1945 est une date importante que nous devons partout, dans toutes les communes de France, commémorer
avec à la fois respect, émotion et admiration.